Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition du vendredi 26 novembre 2010, nous évoquerons les orientations budgétaires qui ont été débattues ce matin au Conseil général du Gard dans une ambiance tendue. Il y sera également question de sécurité routière avec cette opération de sensibilisation qui s'est déroulée ce matin dans le centre-ville de Nîmes en direction des Deux-Roues. Enfin, nous parlerons du salon Provence Prestige qui a ouvert ses portes depuis hier au Palais des Congrès d'Arles avec l'un des marchés de Noël les plus attendus à un mois des fêtes de fin d'année. Et nous ouvrons ce journal par la convocation d'un lycéen au tribunal de Nîmes. Celui-ci avait été arrêté par les forces de l'ordre pour des faits de violence lors de la manifestation qui s'était conclue le 28 octobre dernier devant les grilles de la préfecture du Gard. Vous allez le découvrir en images, des images tournées cet après-midi par Alain Bellon. Accompagné de membres d'un comité de soutien, le jeune homme a été convoqué aujourd'hui par le délégué du procureur de la République. Alain Bellon a interrogé ce lycéen ainsi qu'une représentante de son comité de soutien aux portes du tribunal. Je vous propose de les écouter. J'étais arrêté, j'étais placé en garde à vue 24 heures, puis j'ai nié au fait, j'ai dit que c'était pas moi et voilà quoi. Je suis convoqué pour violence sur agent. Je vais vous dire, j'ai fait toutes les manifestations. À Nîmes, toutes les manifestations se sont bien passées. Celle du 28 octobre, à la fin, moi j'étais sur l'avenue Feuchère, je discutais avec des collègues. D'un coup, j'ai vu un car arriver, des gardes mobiles descendre armés. Pourquoi ? Parce que comme d'habitude, il y avait 3 pétards et les enseignants avaient mis du papier toilette sur les grilles et les enflammaient avec un briquet. Vous voyez un peu le risque que ça fait courir, majeur. Bon. Et à partir de là, ils ont riposté d'une manière démesurée. Donc ces arrestations de 2 cheminots et de ce jeune, c'est vraiment c'est démesuré, ça tient pas la route. Et puis concernant les 2 autres personnes poursuivies pour des faits de violence similaires, la convocation au bureau du procureur devrait avoir lieu en début d'année prochaine. À la une de l'actualité locale, la tenue ce matin d'une séance plénière au Conseil général du Gard avec, vous allez le voir sur ces images filmées par Franck Chassagnon, une minute de silence qui a été observée en ouverture en mémoire de Georges Frêche. À la reprise, les orientations budgétaires du département ont fait débat. La majorité du président, Damien Alary, a dû défendre bec et ongle ses choix au moment où le département est frappé par un taux de chômage qui atteint les 13% et doit maintenir ses engagements sur le revenu de solidarité active. Dans une conjoncture qualifiée de difficile par Damien Alary, le président du Conseil général du Gard dénonce un manque d'aide de l'État en direction des départements. Budget 2011 qui s'accompagnera d'une augmentation de l'imposition qui, selon la majorité départementale, suivra l'inflation sans la dépasser. Je vous propose d'écouter Damien Alary qui défend sa gestion face aux critiques de l'opposition départementale. Quand je vois la situation dans ce département, avec les chiffres que j'ai, la précarité, la souffrance de gens, et que j'entends l'opposition qui dit que tout va bien, et que c'est nous qui gérons mal, non, je ne peux pas accepter ça. Donc j'ai cité des exemples tout à l'heure sur déjà 409 millions que l'État me doit. Donc, et ça c'est un chiffre qui est juste. Donc 409 millions, ça me permettrait de rembourser toute la dette et d'avoir encore 200 millions d'euros pour travailler sur la culture, le sport, le social et aider celles et ceux qui ont besoin. Alors je ne peux pas entendre comme ça que l'État ne nous doit rien. Tout le monde le dit, y compris l'UMP, les présidents de conseils généraux UMP clament haut et fort partout que l'État doit de l'argent. C'est systématiquement le même menu qui nous est servi maintenant depuis 3-4 ans et je dois dire qui commence à nous devenir complètement indigeste. En tout cas, il ne trompe pas les Gardoises et les Gardois. Je crois que se cacher derrière le désengagement de l'État systématiquement, alors qu'on sait que le principal déficit du département aujourd'hui est lié à l'APA, qui, je le rappelle, avait été décentralisé sous la gouvernance de Lionel Jospin, avec une compensation à 50%, eh bien, engendre bien entendu des difficultés pour ce département. Mais au même titre que dans une famille, eh bien, on adapte ses dépenses
aux recettes, eh bien le département doit se calquer de la même manière. C'est-à-dire que nous devons engendrer un budget qui donne à la fois une dynamique pour ce département tout en liant la solidarité. Un département dynamique et solidaire, un département qui crée des recettes pour pouvoir mieux les redistribuer ensuite, voilà une orientation réelle qu'on aurait dû avoir ce matin. Et rappelons qu'en 2010, le budget du Conseil général du Gard s'élevait à 865 millions et que celui de l'exercice 2011 sera voté à l'hôtel du département les 15 et 16 décembre prochains. Toujours dans l'actualité du Conseil général du Gard, l'équipe de Damien Alary a annoncé ce matin la création d'un ticket unique pour les transports en commun qui réunirait les réseaux Tango, Edgar et TER, un système déjà mis en place à Montpellier et sur le département de l'Hérault. Face aux chiffres parfois alarmants du nombre de victimes sur les routes du Gard, la police municipale de Nîmes, en partenariat avec la police nationale et la sécurité routière, ont effectué ce matin une opération de sensibilisation en direction des Deux-Roues. C'est au square Antonin, à la jonction entre les boulevards Gambetta et Victor Hugo, que les forces de l'ordre sont intervenues en guise de prévention des risques. Le rappel des règles élémentaires est toujours nécessaire, comme l'a constaté sur place Olivier Michel. Ah ben ça, je vous le laisse. Pour aujourd'hui, c'est un contrôle préventif. La plaque, il faut mettre des rivets à la place des vis. Okay. Et votre pot n'est pas homologué, donc il faut vous le changer. Okay. D'accord? Alors aujourd'hui, nous faisons de la prévention. Ça sera une fois où vous avez de la chance. Faites-le. Okay, d'accord? Parce que vous risquez jusqu'à l'immobilisation de votre moto. Opération de sensibilisation matinale pour les polices municipales, nationales, la sécurité et la prévention routière. Elles étaient présentes ce matin entre 8h30 et 10h30 au square Antonin de Nîmes. Dans leur ligne de mire, les deux-roues motorisés, une population à risque parmi les usagers de la route. Ils ne sont pas protégés, moins protégés que les automobilistes. Bien souvent, ce sont des jeunes. Et les jeunes, il faut apprendre à conduire en toute sécurité. Parmi les principales infractions constatées, le défaut d'assurance, des plaques d'immatriculation non conformes, des pneus lisses ou des engins modifiés. Dans les utilisateurs de deux roues, on différencie les utilisateurs de gros cubes. Des beaucoup plus jeunes qui, partant de scooter, n'hésitent pas à modifier celui-ci pour arriver à des performances qui ne sont vraiment plus adaptées ni à leur capacité de conducteur, ni aux capacités techniques du véhicule. Ce qui veut dire que dès lors qu'on va modifier cet engin pour le faire aller plus vite, on va mettre sa sécurité en jeu, mais aussi celle des autres. Donc là, ce sont des infractions sur lesquelles il faut absolument faire pression pour inciter les parents à être particulièrement vigilants. Des parents qui, en cas d'infraction mineure de leurs enfants, seront tout de même prévenus. Ces derniers étant juste rappelés à l'ordre et informés des dangers encourus. Les jeunes qui se déplacent en ville jusqu'au lycée, au collège, et qui pensent que rien ne peut leur arriver sur ces petits circuits, et leur dire qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe autour d'eux. En 2 heures, 64 véhicules ont été contrôlés et 4 immobilisés. Un pour défaut d'équipement, un autre pour défaut d'assurance et 2 pour absence de permis de conduire. Une présence policière qui a suscité quelques réactions auprès des motards qui ont été contrôlés, des conducteurs de deux roues qui ont fait preuve de compréhension, mais qui ont également tenu à rappeler les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans des situations de circulation qu'ils jugent parfois inadaptées. L'un d'entre eux s'est confié au micro d'Olivier Michel. Les structures routières ne sont pas du tout adaptées à nos motos, étant donné qu'il y a des plaques d'égout qui sont placées dans les ronds-points dans certains endroits dans la ville de Nîmes. Également une réglementation qui devrait être appliquée, c'est des passages cloutés et des bandes blanches qui sont non rugueuses et non conformes à la sécurité routière, où on glisse souvent en moto. Et d'autre part, des zones où il y a du goudron lisse dans les descentes et dans beaucoup d'endroits. Et chose qui permettrait aux motards quand même d'améliorer aussi la sécurité. On est toujours pointé comme les mauvais élèves de la circulation, mais il y a aussi le problème des usagers qui ne respectent pas les changements de fil avec des clignotants, etc., etc. et qu'on est souvent très en danger. À un mois des fêtes de Noël, les actions de solidarité s'intensifient en direction du milieu associatif. À Nîmes, un célèbre établissement hôtelier a décidé de s'impliquer en faveur d'un centre d'insertion pour personnes handicapées implanté à Émargues. Une collecte d'objets de bricolage et de jardinage a été lancée et portée à bout de bras par Freddy Cerda. Je vous propose d'écouter au micro d'Alain Bellon.
En discutant avec le directeur de ce centre, il m'a dit un petit peu le désespoir qu'il avait parce qu'il n'a pas suffisamment d'outils, de matériel pour faire travailler les jeunes. C'est tout le matériel que l'on a besoin pour travailler les jardins et pour retaper une maison. Alors en parallèle de ça, j'ai quand même fait un courrier à tous les directeurs des centres commerciaux de la ville de Nîmes et même d'un peu plus loin, puisque je suis allé jusqu'à Bricot Dépôt à Émargues. Le particulier peut me livrer à l'hôtel. On a commencé déjà, on a reçu brouette, pelle, pioche. Le particulier qui, dans son garage, a des pelles, des pioches, des outils, du matériel, peut me le livrer à la TRIA. Il faut que le matériel soit quand même en état, pas cassé ni rien. Et ce sont une douzaine de personnes qui sont très bien encadrées et qui ont besoin de travailler la terre puisqu'ils font des jardins et ils vont les exploiter après, les fruits, les légumes. Ils ont besoin de toutes sortes de matériel, mais ils retapent aussi les locaux dans lesquels ils vivent. Et là, je sais que les locaux sont pas en très bon état. Ils ont besoin de peinture, de planches, de clous, de scie, de rabots, enfin tout ce matériel qu'on a dans les maisons et qu'on se sert plus ou moins. Je vous propose à présent un petit détour du côté d'Arles avec le lancement hier de l'un des plus grands marchés de Noël aux portes de la Camargue pour sa 17e édition. Le Salon Provence Prestige a cette année encore mis les petits plats dans les grands. 150 exposants, producteurs, créateurs et artisans de produits provençaux, camarguais, mais également des Alpilles et de l'Accro qui se sont rassemblés au Palais des Congrès, non loin du musée départemental de l'Arles Antique. L'occasion pour les gourmets de repérer quelques spécialités culinaires méditerranéennes à l'approche de Noël avec de célèbres mets provençaux tels que la fougasse, le nougat, l'huile d'olive, le vin, les fromages ou encore le fameux saucisson d'Arles. L'artisanat traditionnel également présent à Provence Prestige avec des poteries, des faïences, des céramiques, des santons, des tissus provençaux et de nombreuses idées de cadeaux en vue de Noël. Je vous propose d'écouter le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, partie prenante dans l'organisation de ce salon, interrogé par Patrick Mallet. C'est la 17e édition. Nous sommes encore une fois ravis d'attendre une trentaine de mille de visiteurs qui vont être enchantés par ces produits authentiques de la région, de la Provence, puis aussi de Terre d'Argence, qui sont présentés donc sur les 150 exposants du salon. L'originalité de ce salon, c'est que les exposants passent par un comité de sélection et doivent démontrer l'authenticité et la qualité donc, de leurs produits avant d'être retenus ou non retenus par ce comité de sélection. Donc les personnes qui sont là ont prouvé l'authenticité des produits provençaux qu'ils exposaient. La page des sports, n'oubliez pas ce soir la 16e journée de Ligue 2, à 20h le Nîmes Olympique joue à Reims. Je vous propose de découvrir déjà le groupe retenu par Noël Tosi, le 11 de départ nîmois, Butel dans les buts, Sidibé Poulain, Stosic et Davidas en défense. Mostefa de retour dans le groupe est titulaire en tant que milieu de terrain au même titre que Keïta. Moukanjo Yagi sur les ailes et enfin Haïté et Gigliotti à la pointe des crocos. Et puis sachez toujours en football que Angelos Caristeas a résilié hier son contrat avec l'AC Arles Avignon. Retour à Nîmes, en plein cœur des arènes pour découvrir une autre facette des Cœurs de Lyon. Elles, ce sont les filles du HBCN, les handballeuses nîmoises, qui se sont prêtées au jeu de modèle pour les besoins d'un calendrier. Après avoir fait trembler les filets adverses, les joueuses de Manuela Eli ont dû dompter l'objectif des photographes. Un autre regard croqué par la caméra d'Alain Mellon. Séance photographique aux arènes de Nîmes pour les joueuses du HBCN. Toutes ont joué devant l'objectif pour une raison bien précise. L'idée donc de la société Binôme qui s'occupe de notre communication cette année était de ressortir un calendrier comme on l'a fait il y a 2 ans, qui avait eu un grand succès, et d'associer donc ce calendrier à rester sur la thématique des Lyonnes, des filles au cœur de Lyon, des filles de combat, mais aussi des femmes, et d'où l'idée donc d'associer les joueuses aux arènes. L'idée de photographier les filles du HBC un peu glamour, ça m'amusait et c'est pour ça que j'ai conseillé j'avais une série de prises de vue que j'avais envie de faire. Pour ces mannequins d'un jour, c'est une expérience originale. C'était la première fois que j'en faisais, donc surtout avec ce froid et tout, on est un peu crispé. Mais bon, on fait avec et on essaie d'apprendre le métier. Mais bon, ça va, il nous encadre bien, donc c'est le principal. J'ai pas vraiment l'habitude, mais c'est un beau lieu et on a regardé ce que ça donnait, ils ont fait vraiment des belles photos. Si vous désirez passer toute l'année 2011 avec les joueuses du HBCN, il faudra attendre la fin décembre pour la sortie du calendrier du club.
Et un salut amical à nos confrères Patrick Frilly et Patrick Torignan, reporters photographes qui se trouvent habituellement dans la contre-piste des arènes de Nîmes avec une compagnie beaucoup plus masculine, les jours de corrida. Plus sérieusement, un dernier mot de handball avec le rappel de la 9e journée de D1 masculine ce soir à 20h30. L'USAM Nîmes-Gare se déplace à Saint-Cyr, toujours à la recherche de la première victoire de la saison. Les hommes de Laurent Pusséguir ont l'occasion de se rapprocher au classement de Dijon et de Paris, défaits mercredi soir respectivement à Montpellier et Nantes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, Marlène Laroche vous propose une grande balade au cœur de Beaucaire dans le cadre de son émission Territoire. Rendez-vous lundi pour un nouveau journal. Très belle soirée et excellent week-end sur Télémiroir.